Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler base de données, SQL et notamment MySQL. Il nous manquait en fait une brique qui nous permettait de terminer plein de traitements différents. Nous avions déjà parlé de transactions et nous avions dit que s'il y avait une erreur dans une transaction, nous pouvions revenir en arrière, ignorer certaines modifications ou alors les valider. Sauf que pour l'instant, on n'avait pas de mécanisme encore pour découvrir comment trouver quand une erreur est générée. On n'avait pas ce mécanisme de try-catch que l'on peut retrouver dans les langages de programmation, et c'était quelque chose qui nous manquait. Cette gestion des erreurs nous manquait. Nous allons voir que ce n'est pas seulement dans le modèle transactionnel que nous allons avoir besoin de cette gestion des erreurs, mais nous allons avoir besoin de cette gestion également, par exemple, lors de parcours de sélection, et notamment pour savoir quand est-ce que j'arrive à la fin de ma sélection. Effectivement, quand j'essaie de faire une sélection alors qu'il n'y a plus rien dans ma sélection, je vais remonter une erreur. Et cette erreur, si elle est bien traitée, eh bien je vais tout simplement pouvoir l'utiliser et donc interrompre ma boucle. Cette gestion des erreurs va donc nous rendre de grands services et je vous propose donc de voir comment cela fonctionne au travers de quelques exemples. Nous allons travailler sur un exemple assez simple. C'est donc des romans qui sont dans une série. Alors on peut imaginer par exemple que La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, ce sont des romans qui se trouvent dans la série Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai une table roman qui contient plusieurs données, le code ISBN, donc c'est l'identifiant du roman, pour tous les romans ont un code ISBN, le nom du roman, l'auteur du roman, l'année du roman qui est au format date, le prix du roman qui est au format monétaire. Comme ça me permet d'avoir des données dans des formats un petit peu différents. Un roman, au niveau des cardinalités, peut ne pas être dans une série, ou alors il peut être au maximum dans une série. Si par exemple on pense à des séries comme par exemple Star Wars, Game of Thrones, ce genre de choses, avec énormément de romans dans la série. De l'autre côté, j'ai juste une série en fait qui est une codification de la série et le nom de la série. Voilà, donc c'est juste deux tables, une association, ce qui va me permettre déjà d'avoir une petite intégrité référentielle et de pouvoir mettre en place des anomalies là-dessus. Alors, ce petit schéma, je l'ai simplement mis dans Workbench, c'est-à-dire que j'ai créé à partir de ce schéma le script SQL de création de cette table, et voilà, je l'ai juste lancé, et je l'ai rempli avec quelques données pour que j'ai quelques séries, par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou Le Cycle des robots d'Asimov. Bon, donc voilà, j'ai deux tables avec quelques données dedans et on va utiliser cet exemple pour faire de la gestion d'erreurs. Donc je vais prendre simplement un nouveau fichier qui va me permettre d'utiliser des commandes SQL. Alors par où allons-nous commencer? Eh bien on va déjà essayer de comprendre ce qu'est une erreur SQL. Et une erreur SQL, en fait, quand vous débutez le SQL, c'est pratiquement par là que vous commencez. Quand vous tâtonnez un petit peu comment écrire vos requêtes de sélection, vos requêtes d'insertion, et que vous vous trompez dans la syntaxe, vous oubliez une virgule, vous tapez mal un nom de colonne et ainsi de suite, eh bien, MySQL vous signale directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'a pas compris, et vous remonte un code erreur. Par exemple, je suis dans mon schéma sur lequel j'ai une table roman et une table série, je vais écrire un peu plus grand. Eh bien, tout simplement, si je fais un select étoile from et je mets un nom de table qui n'existe pas, eh bien, je vais avoir une erreur SQL qui est tout en bas de l'écran. Alors, c'est écrit team, mais je crois qu'on ne peut pas agrandir le gestionnaire d'erreurs. J'ai donc une erreur à la ligne 42 qui me dit que j'ai fait un select étoile from quelque chose qui n'existe pas. Et j'ai donc un error code 1146. Donc ça me provoque une erreur 1146. Ok, ça marche. Donc ça a l'air de vouloir dire table doesn't exist. Donc 1146, c'est quand vous avez une table qui n'existe pas. Si maintenant je prends une table qui existe, par exemple la table série, mais que j'essaye de piocher dans une colonne qui n'existe pas. Là, je vais récupérer un autre code erreur, le 1054, unknown colonne, colonne que j'ai tapé n'importe comment, dans la where clause. Donc là, j'ai une erreur, 1054. Et donc, en fait, on s'aperçoit que tous les types d'erreurs vont nous ramener des numéros différents, des codes différents. Et donc, je vais pouvoir filtrer très finement sur ce code erreur pour savoir quelle est vraiment l'erreur qui a fait planter la commande que j'ai lancée. Alors, si on veut en savoir un petit peu plus sur les codes erreurs,
naturellement, la documentation de MySQL est très bien faite, et vous allez retrouver rapidement, alors ça je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, donc vous allez retrouver dans la documentation de MySQL la liste intégrale de toutes les erreurs que l'on peut rencontrer lorsque on utilise des requêtes SQL. Alors vous voyez que ça commence à 1002, 1003 et ainsi de suite. Alors on va juste essayer de voir, hein. On avait par exemple le champ inconnu, c'était l'erreur 1054, donc je vais juste le chercher. Et effectivement, 1054, c'est error, bad, field, error. Donc, mauvais champ. Ça me donne aussi l'information sur le message utilisé, unknown column, et ça, si vous êtes un utilisateur d'SQL, vous voyez que à chaque fois qu'il y a une erreur, le message est vraiment ciblé pour vous aider le plus possible à corriger votre erreur. Donc, il y a effectivement une mauvaise colonne. Si on veut en savoir un petit peu plus, on peut aller là-dessus, ça ne donne pas tellement d'informations supplémentaires. Mais on comprend déjà que la colonne n'existe pas et que probablement nous avons fait une faute de frappe quand nous avons tapé l'intitulé de la colonne. Donc là, vous avez le listing complet de toutes les erreurs que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites du SQL. Ça peut être intéressant, surtout quand on est bloqué. Alors, dans la vie courante, effectivement, la plupart du temps, on va plutôt taper SQL code, le numéro de la commande, le numéro de l'erreur sous Google, et probablement que l'un des premiers sites qui va arriver, c'est Stack Overflow, qui va vous expliquer en fait d'où vient l'erreur. Mais même avant de taper sous Google, en fait, vous voyez que le message qui vous est transmis par SQL est la plupart du temps déjà assez clair. Et à force de côtoyer ces messages d'erreur, eh bien, on va avoir une certaine aisance pour pouvoir les traiter. Alors, nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de réagir à cette erreur. C'est-à-dire que si je me retrouve dans un script, alors là, je vais tout exécuter à la main, mais on pourrait imaginer que cette ligne est exécutée dans une procédure stockée, ou qu'elle est faite dans un script. Donc, ça veut dire que c'est un traitement en aveugle qui tourne et qui lance potentiellement cette sélection. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une gestion des erreurs. Si vous avez déjà travaillé avec un langage de programmation, vous avez peut-être déjà abordé la structure try-catch. Try-catch, c'est une structure qui essaye de faire une instruction ou un bloc d'instruction, et si jamais en fait elle n'y arrive pas, parce qu'il y a une erreur qui survient, eh bien on va se retrouver dans la partie catch, et la partie catch va décrire ce qu'il faut faire quand on tombe sur une erreur. Eh bien c'est exactement le même principe que l'on va dérouler ici. MySQL le SQL propose deux cas. Soit l'erreur est très très grave et il faut absolument interrompre le programme, c'est-à-dire que là on a un problème d'intégrité dans la base de données et il ne faudrait pas continuer si on ne veut pas casser plus la base de données. On peut donc interrompre la procédure, informer la personne qui en est responsable pour lui dire qu'il y a un traitement manuel parce qu'en fait l'erreur est trop grave. Ou alors on estime en fait que l'erreur qui est rencontrée est connue, on sait qu'elle peut arriver dans ce moment-là, et donc on peut proposer une série d'instructions pour corriger l'erreur. C'est sur ce premier exemple que nous allons travailler, voir comment petit à petit nous allons pouvoir corriger l'erreur et donc en fait éviter d'avoir un traitement manuel à faire dans une procédure stockée. Alors, pour l'instant, j'ai parlé beaucoup du code erreur. Nous allons voir aussi que MySQL peut s'appuyer sur des définitions beaucoup plus grandes des erreurs. Si vous êtes sur un code erreur, en fait, eh bien, il va vraiment chercher ce code erreur bien précis. On va voir que l'on peut aussi mettre en place ce que l'on appelle un identifiant, c'est-à-dire en fait quelque chose qui chapeaute plein de codes erreurs. On peut par exemple avoir un identifiant qui va s'articuler autour d'une donnée pas trouvée. Juste pas trouvé, not found. Et donc il va réagir si vous ne trouvez pas une colonne, si vous ne trouvez pas une table, si vous ne trouvez pas un index. Tout ça, ça va se trouver sous le même chapeau, non trouvé. Donc si quelque chose est non trouvé, on fait ça. On peut aussi définir nos propres conditions, et on va essayer de travailler sur des exemples bien précis qui vont nous faire intervenir toutes les possibilités de gestion des erreurs avec MySQL. Alors on va prendre un premier exemple, et on va écrire une petite procédure qui va nous permettre tout simplement d'insérer une nouvelle série. Alors naturellement, je pourrais insérer une nouvelle série rien qu'en faisant un insert. Il suffirait que je fasse un insert into série. Voilà.
Donc dans ma série, j'ai deux colonnes qui sont le... Alors je vais juste l'ouvrir. Hop. Qui sont... décidément, la colonne. Le code série. Et le nom de la série. Voilà. Et je vais lui donner des valeurs. Par exemple, alors je vais déjà voir ce que j'ai dans la table série, pour pas faire de bêtises. Donc ça je le mets en commentaire pour l'instant. Si je fais un select étoile from série, j'ai pour l'instant 3 séries, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et les robots. Donc je pourrais par exemple insérer simplement la série 4 et la série 4, je vais simplement l'appeler New Série, parce que j'ai absolument aucune imagination. Et si je tape maintenant Entrée et que j'exécute cette commande, eh bien tout simplement je vais insérer la commande 4. Mais cette insertion, je vais maintenant la placer dans une procédure. Pourquoi dans une procédure? Ça va me permettre, au lieu d'avoir des paramètres fixes dans ici, eh bien en fait je vais avoir un paramètre code série et un paramètre non série. Et ça va me permettre d'utiliser la même procédure pour insérer un grand nombre de séries. Alors pour pouvoir utiliser ces paramètres-là, eh bien tout simplement il va falloir que je crée une procédure. Alors comment je crée une procédure? Tout simplement je vais faire une create procédure. Si jamais vous ne vous souvenez plus comment on crée une procédure, je vous invite à reprendre la vidéo sur la création des procédures, procédures stockées, procédures structurées. On a déjà passé pas mal de temps là-dessus. Donc je vais simplement ajouter une série. Et dans cette ajouter série, je vais me retrouver avec deux paramètres in, le code série d'un côté. Alors le code série, il faut bien que je le prenne du même type que le code série tel qu'il a été défini dans la base, et c'est un entier auto-incrémental. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai le nom de la série. Et le nom de la série, encore une fois, il faut que je respecte ce que j'ai mis pour le nom de la série, et le nom de la série, j'en ai fait un varchar 200. Ok. Je vérifie juste pour le code série, c'est bien un int. Oui, c'est bien un int. Ok, donc j'ai bien mes paramètres. Voilà. Alors, je me souviens que quand je crée une procédure, eh bien, je dois procéder à un changement de délimiteur. Et pour mon nouveau délimiteur, je vais simplement utiliser la barre verticale que l'on trouve en faisant Alt-GR et le 6. Voilà. Je crée donc ma procédure. Ma procédure a un début. Ma procédure a une fin. Voilà. La procédure a une fin et se termine donc avec le délimiteur. Ok. Et je vais donc juste remettre le délimiteur à point virgule pour ne pas continuer à utiliser le délimiteur barre verticale dans le reste de l'éditeur. Alors je vais aller un petit peu plus loin que ça, quand même. Je vais voir un peu, pour comprendre un peu ce qui se passe, je vais créer du petit texte, c'est-à-dire de voir un petit peu où sont les points d'arrêt. Alors ici, je vais simplement écrire début de la procédure. Voilà. Et je vais mettre ici fin de la procédure. Alors là, il me met tout en rouge, il n'est pas content, parce qu'en fait, j'ai oublié le point virgule à la fin de mon select, et donc il ne sait plus en fait à quel endroit se termine mon select. Donc j'ai un begin et un end de ma procédure, et je peux donc maintenant créer ma procédure, déjà dans un premier temps. Alors je vais la lancer pour voir si tout fonctionne correctement. Hop, voilà, c'est vert, la procédure a l'air de fonctionner. Et donc, je vais donc maintenant ajouter une série. Ajouter série. Ok. Alors on va quand même, allez, on va en mettre une un petit peu qui n'existe pas pour l'instant. On va mettre par exemple Star Wars. Allez. En 4. Ok. Donc, je lance ça. Je regarde ce qu'il y a dans ma table procédure. Dans ma table, série. Et je m'aperçois que Star Wars a été ajouté.
Ça marche. Maintenant, si jamais je fais une bêtise par inadvertance et que je me retrouve en fait, à relancer l'ajout de la série 4. Alors, relancer l'ajout de la série 4, eh bien, normalement, au moment de l'insert, je vais essayer de réinsérer une série 4 qui s'appelle Star Wars. Puisque le code série est un identifiant et qu'il doit être unique, qu'il y a déjà un 4 dans la table, normalement, je devrais avoir une erreur. Alors, on va relancer ça. Et effectivement, vous voyez que cette fois-ci, j'ai une erreur, rouge. Code erreur 1062, duplicate entry pour 4. Ok, d'accord. Sauf que quand vous avez une erreur dans SQL, et ça vous l'avez probablement déjà vu quand vous faites des scripts de création de table, quand vous avez une erreur, en fait, MySQL laisse tout tomber. C'est-à-dire qu'il interrompt le script là où il est, et il ne va pas plus loin. Bon, nous c'est un peu embêtant, parce que si jamais on a un grand script à lancer, on a énormément d'insertions à faire, et que la première insertion pose un problème, eh bien ça veut dire que toutes les autres insertions ne se feront pas. Donc nous, ce qu'on aimerait dire, c'est de dire, bah voilà, bon, si tu fais un insert et que ça marche pas, bah mets ce que tu essayais d'insérer sur le côté, tu fais les autres, et puis nous, on verra demain matin, quand on revient à 8h, pourquoi tu as eu une erreur. Ok, donc c'est un petit peu dans ce sens-là que l'on va réagir. Alors comment je vais réagir ? Eh bien, je vais réagir en faisant un gestionnaire d'erreurs qui va rebondir sur cette erreur 1062 duplicated key. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, au début de ma procédure, je vais donc devoir déclarer... Alors, ici, je vais faire un exit handler, c'est-à-dire que je déclare un gestionnaire d'erreurs qui va réagir en sortant directement. Alors ce exit, qui est ici en deuxième position, je peux mettre soit un exit, soit un continue. On va pour l'instant déjà voir la version avec exit, on va essayer de comprendre comment elle marche, et puis ensuite on va le changer par un continue, et on va voir la différence. Alors ici, je vais faire en fait je vais réagir sur une erreur, handler for, et quelle est cette erreur ? Eh bien c'est l'erreur 1062 que j'ai obtenue parce que j'avais une duplication de clé primaire. C'est exactement ce que ça m'a donné. Donc je vais réagir si jamais l'erreur 1062 apparaît. Donc le gestionnaire d'erreur a lui-même un début et une fin. Ok. Voilà, il ne faut pas que j'oublie le point virgule, puisque c'est une fin de bloc. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien tout simplement, je vais dire select arrêt de la procédure. Ok. Donc, si ce que je viens de faire fonctionne, alors il me faut le point virgule, si ce que je viens de faire fonctionne, normalement, je devrais créer une erreur à ce niveau-là. Cette erreur va normalement être répercutée. Donc, c'est-à-dire que cette erreur va être récupérée parce que c'est une erreur 1062, donc elle va être traitée dans ce bloc-là, et normalement, le résultat de la fonction devrait me dire que j'ai un arrêt de la procédure prématuré. Ok. Alors, pour que la procédure soit prise en compte, il faut naturellement que je puisse la recréer, et pour la recréer, il faut que je la supprime d'abord, donc je vais faire un drop procédure ajouter série. Je vais rajouter un if exists. Comme ça, je suis sûr. Voilà. Je vais relancer mon call. Et donc, je vais relancer simplement tout le script qui va... Alors, je vais mettre ça pour voir le script en entier. Qui va donc supprimer la procédure, la recréer, et qui va essayer de ajouter en fait une série qui existe déjà. Je lance tout ça. Et là, vous voyez que je suis en arrêt de la procédure. Arrêt de la procédure, ça veut donc bien dire que j'ai bien généré un code 1062, j'ai bien un gestionnaire qui réagit sur une erreur 1062, donc en fait la concordance des deux a bien été faite, et je suis donc arrivé ici, et j'ai quitté la fonction. Ok, donc vous allez me dire, en fait ça ne change pas grand chose d'avant. Alors ça ne change pas grand chose d'avant, sauf que vous voyez que le call maintenant n'est plus rouge, c'est-à-dire que SQL ne considère plus que c'est une erreur qui interrompt le script. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un call écrit comme cela et que derrière le call j'ai encore des instructions, eh bien dans mon script, les autres instructions continueront à être faites. Cette instruction, elle sera chantée, hein, c'est-à-dire que son exécution ne sera pas faite, on sera sorti,
mais le reste sera fait. Ce qui est une grande avancée puisque ça évite d'être bloquant, par exemple, sur un traitement qui va durer toute la nuit, un traitement d'archivage ou un traitement de mise à jour client ou ce genre de choses. C'est toujours embêtant quand on se rend compte que ce traitement a planté dans les premiers clients et vers 21h par exemple, et en fait il n'a pas profité de la nuit pour faire l'intégralité de son travail. Bon, alors maintenant je vous ai dit que ce handler, ce gestionnaire d'erreurs, en fait on l'avait configuré comme quoi, si jamais il trouvait une erreur, il provoquait une sortie, un exit. On a une autre possibilité, on a un mot-clé qui s'appelle continue. Alors continue, comme son nom l'indique, c'est de dire tu ne débranches pas, tu ne sors pas de la fonction, mais tu continues après l'instruction qui a provoqué un plantage. Et nous allons voir tout de suite la différence. Alors avec exit, j'avais un arrêt de la procédure. Maintenant, je vais refaire un drop de procédure, recréer la procédure puisque j'ai fait une modification, donc je suis obligé de recréer la procédure, et je vais de nouveau ajouter ma série. Et là, cette fois-ci, vous voyez que le message de fin est différent. J'ai maintenant une fin de la procédure. Alors comment je dois interpréter ça? Eh bien tout simplement, j'ai toujours créé une erreur 1062 avec mon insert, j'ai toujours eu un trap, le gestionnaire d'erreur qui a pris le relais, qui a voulu arrêter la procédure, mais comme je suis en continue, eh bien continue, ça veut dire qu'une fois que l'erreur a été traitée, c'est-à-dire qu'une fois que j'arrive à la fin de mon bloc de gestionnaire d'erreur, eh bien je reprends directement à l'instruction qui est juste après l'instruction qui a provoqué l'erreur. Donc en fait, même dans la procédure, je peux reprendre la main. Je ne suis pas obligé, lors de la première erreur, de sortir complètement de la procédure stockée. Je peux juste dire, cette instruction, elle a effectivement provoqué une erreur, pas grave, l'insertion, elle ne s'est pas passée, donc dans mon bloc, je peux même prévoir, à la limite, d'alimenter une table des anomalies, pour que le lendemain, je puisse avoir un bilan de ce qui s'est passé, par exemple, pendant la nuit. Et ensuite, je peux continuer simplement sur l'instruction suivante. Donc c'est très important de comprendre ce genre de choses. Alors pourquoi c'est important? Eh bien en fait, cette différence va nous permettre de régler un problème que l'on retrouve très souvent en base de données. En base de données, on a souvent ce problème de dire j'essaie d'insérer quelque chose, mais la logique voudrait que j'essaie d'insérer quelque chose, mais si ça ne marche pas, je voudrais en fait le mettre à jour. Tout simplement. Si la clé n'existe pas, tu me fais un insert. Si la clé existe déjà, tu me fais un update. Et on se rend compte en fait que cette façon de faire, elle réagit exactement à la manière de ce que l'on aimerait faire. Sauf que là, par exemple, on pourrait dire, j'essaye d'insérer des données, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, la clé existe déjà, eh bien au lieu de faire un insert, je vais en fait faire un update. Je vais updater la table série. Je l'écris un petit. Hop. Je vais dire que le nom de la série est égal au paramètre d'entrée qui contient le nom de la série. Voilà. Sur quel enregistrement? Sur l'enregistrement dont le code série est également le paramètre en entrée qui contient le code de la série. Et là, en fait, j'ai écrit une procédure stockée qui me permet d'insérer une valeur si jamais elle n'est pas encore dans la table et qui me permet de mettre à jour le nom de la série si la clé est déjà présente. Imaginons, par exemple, alors là, si je reprends ce qu'il y a dans ma table série, voilà, dans ma table série, il y a 4 enregistrements, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les robots, Star Wars. Ok, très bien. Imaginons maintenant que je me sois trompé, en fait il n'y a pas plusieurs guerres des étoiles, il n'y en a qu'une, et donc je veux supprimer le S. Par contre, je veux modifier le 4. Et bien maintenant, donc dans cette première modification, il faut que je recrée ma procédure puisque son corps a changé. Donc je vais relancer le drop, le create, et vous voyez que cette fois-ci, je suis arrivé à la fin de ma procédure, et si je regarde ce qu'il y a dans la table série, il y a bien maintenant Star Wars sans S avec la clé 4. Donc cette procédure, elle nous permet de régler un problème que l'on retrouve souvent. Si la clé n'existe pas, tu la mets dans la table. Si jamais elle existe déjà, tu mets à jour. Et donc en fait, vous voyez que le filtrage se fait sur
la duplication de la clé primaire de la table. Donc ça peut être assez intéressant puisque ça nous permet en fait de faire exactement ce que l'on veut. Ça nous permet de ne pas planter en fait le script et de dire ok, ben t'es dans ce cas-là, et ben alors tu fais ça à la place et tu continues. Puisque là, avec mon continu, ça veut dire que non seulement je fais l'update, mais en plus je continue dans la procédure ce qu'il était convenu de faire. Donc ça peut être assez intéressant de mettre en place ce genre de procédure, puisque effectivement, quand on est développeur, on préfère être un petit peu fainéant, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas à intervenir manuellement, eh bien c'est plutôt pas mal de mettre des procédures sécurisées en place qui vont faire le boulot à notre place. Donc voilà un premier exemple sur lequel on peut s'appuyer pour se servir de la gestion des erreurs. Alors si je veux prendre un petit peu un exemple du gestionnaire d'erreurs qu'on a fait, alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la différence entre exit et continue. Exit sort complètement de la boucle alors que continue va reprendre l'instruction après l'instruction qui a déjà été mise en place. Et on va maintenant continuer à voir quelques exemples de ce que l'on peut faire avec les différents gestionnaires. Alors on va voir qu'on peut aussi interagir sur autre chose qu'un code erreur en lui-même. On peut interagir sur une condition. Donc au lieu de spécifier le numéro d'erreur, on indique simplement le nom de la condition sur laquelle on se base. Alors MySQL nous propose 3 conditions de base. SQL Warning, c'est-à-dire que vous allez réagir à tous les avertissements. Alors avertissement, ça veut dire que ce sont des erreurs pas très graves, qui ne sont pas bloquantes dans un script. Vous avez probablement déjà vu quand vous faites des instructions SQL, soit le résultat est vert, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'erreur, tout s'est bien passé, soit il est rouge parce que vous avez un SQL code erreur, soit il est orange parce que vous avez un warning, c'est-à-dire que l'instruction a été faite, mais il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment, c'est un message d'information qui vous alerte peut-être sur peut-être une erreur potentielle à corriger. Vous avez la condition not found dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui permet de réagir à chaque fois qu'un élément n'est pas trouvé. Peu importe que ce soit une table, un index, une colonne ou n'importe quoi, quand vous avez un not found, en fait, c'est comme si vous aviez la collection de toutes les erreurs associées à un élément non trouvé. Et enfin, vous avez le SQL exception qui va réagir à n'importe quelle erreur que vous pouvez trouver dans votre procédure stockée. Donc là, vous allez vraiment réagir à toutes les erreurs, peu importe la nature. Et donc ça vous permet de ne pas avoir à spécifier une liste de tous les codes erreurs. Si vous avez une erreur, vous passez par cette fonction-là. Il est possible également de déclarer ses propres conditions. Par exemple, si il n'y a pas la table reconnue, par exemple, c'est une erreur 1146. Et donc vous pouvez donner un libellé à ce code erreur. Alors ça peut être intéressant de donner un libellé à un code erreur, comme ça vous permet par exemple de ne pas forcément, comme un robot, retenir tous les codes erreurs. Pour un être humain, c'est peut-être plus facile de comprendre ce qui est fait quand le libellé pas de table apparaît, plutôt que quand l'erreur 1146 apparaît. Voilà, tout simplement. Alors comment ça marche? Je vais tout simplement reprendre un petit peu ici, et là vous voyez que je réagis sur l'erreur 1062. Bon, avant la déclaration de mon erreur, je pourrais simplement dire je vais déclarer une condition, et cette condition, par exemple, je vais utiliser quelque chose qui me parle. Je vais par exemple l'appeler doublon. Je vais dire que c'est une condition. Vous voyez, c'est toujours la même syntaxe. Je déclare doublon condition. Là, j'ai déclaré un handler. Et je dis en fait que la condition, elle porte sur le code erreur 1062. Et donc, une fois que j'ai déclaré ça, eh bien j'ai le droit de déclarer un handler for doublon. Voilà. Et donc si j'ai correctement fait les choses, en fait, je m'aperçois que j'ai maintenant un gestionnaire d'erreurs qui, au lieu de se baser sur un code obscur que je vais devoir chercher dans la doc pour comprendre ce que ça fait, eh bien je sais maintenant que je réagirai sur les doublons. Voilà. Ça peut apporter peut-être un peu plus de clarté dans quand on écrit un code. Voilà. Ok, donc cette première approche nous a permis de voir comment utiliser un gestionnaire d'erreurs lorsque l'on se retrouve dans le cas d'une erreur sur laquelle on veut réagir et que l'on veut corriger. Je vais vous parler maintenant d'autre chose.
Alors on est toujours dans le gestionnaire d'erreurs, mais on va essayer de voir comment manipuler les curseurs. Alors cette notion de curseur, vous l'avez peut-être déjà utilisée lorsque vous avez manipulé des bases de données au travers d'un langage de programmation, que vous récupérez par exemple différents enregistrements avec un select et que vous voulez parcourir tous ces enregistrements pour faire un traitement sur toute la remontée de votre select. Et donc vous avez probablement mis une boucle autour, et cette boucle, eh bien tout simplement, elle va vous permettre de parcourir tous les éléments qui sont enregistrés. Le problème du curseur tel qu'il est défini en SQL, c'est effectivement comment je m'arrête. Effectivement, on va voir qu'il existe des commandes qui vont vous permettre de parcourir le curseur, ok, mais à un moment donné, eh bien, vous aurez parcouru toutes les données, et si vous essayez encore de récupérer des données dans le curseur, eh bien, vous allez récupérer une erreur. Ah, sauf que maintenant, les erreurs, on sait comment les traiter. Et donc, on sait comment récupérer l'erreur de fin de curseur, et on sait comment on va pouvoir réagir dessus. Donc ça va être très intéressant. Encore une fois, cette notion de curseur, elle va être liée à la gestion des erreurs pour que justement on puisse parcourir un curseur jusqu'à la fin. Donc un curseur, comment ça marche? Alors si vous l'avez utilisé déjà dans un langage de programmation, ça va être assez familier pour vous. Sinon, eh bien, on va avoir plusieurs étapes. On va devoir déclarer un curseur, donc c'est-à-dire un déclare, pour dire voilà, il existe, c'est un curseur qui est basé sur un select, puis on va l'ouvrir, c'est-à-dire l'exécuter, puis on va le parcourir, c'est-à-dire que un à un, on va parcourir tous les éléments qui ont été remontés par le select, et enfin, il ne faudra pas oublier de fermer le curseur pour que le curseur ne soit plus en lien avec la base de données et que MySQL comprenne que le curseur a terminé son travail. Donc nous allons essayer de mettre en place un curseur et voir comment le parcourir. Ok, donc magie du SQL, je vous ai dit qu'il fallait le déclarer, l'ouvrir et le fermer. En fait, vous n'avez qu'à traduire ces différents termes en anglais et vous allez avoir les différentes choses que vous devez faire. Le déclarer, il faudra faire un declare. L'ouvrir, il faudra faire un open. Le fermer, il faudra faire un close. Rien de compliqué à ce niveau-là. Au moment du déclare, il faudra simplement lui spécifier quelle est la requête de sélection sur laquelle porte le curseur. Si vous voulez sélectionner tous les romans, vous déclarez un curseur dont la requête de sélection est select étoile from roman, par exemple. Une fois que le curseur est ouvert, c'est-à-dire qu'une fois que le select a été exécuté, eh bien le curseur pointe sur la sélection qui a été faite par le select. Et donc je peux récupérer avec un select plusieurs lignes, mais si je veux traiter ligne par ligne, eh bien je vais devoir les traiter de façon individuelle, et pour ça je vais devoir utiliser la commande fetch. Alors fetch va simplement prendre la première ligne du curseur, et je vais pouvoir, cette première ligne, la sauvegarder dans plusieurs variables. Alors attention, si je fais un fetch d'un curseur, je sais que le curseur a aussi plusieurs colonnes, il faut que le nombre de variables dans lequel je mets mes valeurs corresponde au nombre de colonnes remontées par le select. Donc fetch va me permettre de lire les lignes une à une et donc me traiter les enregistrements de façon individuelle. Il est impossible de sauter des lignes et de revenir à un enregistrement précédent avec fetch, c'est très important. Vous pouvez choisir par contre de ne pas traiter un enregistrement, ça c'est tout à fait possible. Et il n'est pas possible de mettre à jour la table à partir d'un curseur. Vous n'avez pas le droit de faire un insert ou un update à partir d'un curseur. Ce qui est plutôt logique. Le curseur, ça va vraiment être de la lecture seule et va vous permettre l'exploitation en affichage de votre base de données. L'intérêt, c'est que Fetch, en fait, vous ramène des enregistrements lorsqu'il y a encore des données dans le curseur, mais si jamais vous avez parcouru tous les enregistrements, que vous avez parcouru le dernier enregistrement et que vous essayez encore de faire un fetch, eh bien le fetch va vous retourner l'erreur 1329 no data. Ah, mais puisque le fetch me ramène une erreur SQL, et que je sais maintenant, avec mon gestionnaire d'erreurs, me baser sur une erreur SQL pour savoir comment ne pas planter salement, mais récupérer la main et donc pouvoir faire mes modifs, en fait, je n'ai plus qu'à utiliser tous ces éléments dans le bon ordre pour écrire une fonction qui va me permettre de parcourir un curseur. Ok, donc en fait, j'ai déjà tout en main pour pouvoir faire ce que je veux faire.
Alors ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de prendre un petit peu de temps pour reprendre tous ces éléments avec un exemple concret. On va se prendre la table des romans. Alors je vais ouvrir un nouveau query tab pour que l'on n'ait pas de données parasites. Donc par exemple, je vais regarder dans la table roman. Donc je fais un select étoile from roman. Hop. Imaginons maintenant que je veuille ouvrir tous les romans et les traiter un à un. Donc je vais devoir déclarer un curseur sur mon roman, je vais devoir ouvrir ce curseur, puis je vais devoir faire des fetch sur ce roman. Et à quel moment je vais interrompre mon fetch? Eh bien je vais interrompre mon fetch lorsqu'il n'y aura plus de données dans mon roman et que mon fetch va me retourner une erreur SQL. Ok, très bien. On va essayer de faire ça et de voir un petit peu comment tous ces éléments se mettent en place. Alors j'ai la select étoile from roman. Alors je ne vais pas sélectionner, alors j'ai beaucoup de choses dans roman, je ne vais peut-être pas tout sélectionner. Je vais juste sélectionner le nom du roman et son auteur. Je vais sélectionner 2 colonnes, ce sera déjà pas mal. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une create procédure qui va me donner la liste des romans. Donc je l'appelle liste roman, cette nouvelle procédure, et elle ne prend pas de paramètres. C'est simplement, je vais juste parcourir l'intégralité des romans. Alors je suis sur une procédure, ça veut dire qu'il faut que je change mon délimiteur. Voilà. Et pour ne pas me faire avoir, je vais déjà faire un drop procédure. If exists liste roman. Voilà, comme ça j'ai déjà tout qui est en place. Alors cette procédure, eh bien tout simplement elle fait un begin et elle a une fin. Je prends mon délimiteur et j'oublie pas de remettre le délimiteur classique point virgule pour ne pas avoir de problème par la suite. Ok, très bien. Donc je vais reprendre mes étapes. Première étape, je déclare mon curseur. Déclare. Alors comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler curseur roman. Voilà. Qui est un curseur. Hein. Donc je donne son type. Et je vais dire for. Et je vais donner ma requête de sélection. Donc le curseur roman va récupérer tous les noms et auteurs de la table roman. Ok, ça marche. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, dans mon curseur roman, je vais maintenant, j'ai un déclat, il faut que je fasse un open. Ok, curseur roman, je open, et je prends une bonne habitude de dire, voilà, tout ce que j'ouvre, je le referme, donc quelque part à la fin de la procédure, je vais devoir refermer mon curseur roman. Voilà, comme ça tout est en place. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais créer une boucle. Alors je vais créer une boucle comment? Alors je vais créer une boucle en utilisant la commande while, que tous les développeurs connaissent, hein, while, pour faire une boucle. Et while va se terminer par une instruction end while. Ok, ça marche. Alors while quoi? Alors ce que je vais faire dans mon while, tout simplement, c'est que je vais déclarer une variable fin. Cette variable fin, ça va tout simplement être un booléen qui va me dire si je suis à la fin de mon traitement ou pas. Alors en SQL, je ne peux pas simplement utiliser une variable fin comme ça. Hein. Il faut que je la déclare. Donc je vais déclarer une variable fin qui est de type booléen. Donc quand je déclare une variable, j'ai le droit de mettre tous les types qui sont manipulés par MySQL. Et je vais dire que par défaut, alors par défaut, la valeur est à... Alors while fin, ça veut dire que ça va tourner tant que fin est à true. Donc ça veut dire que par défaut, il faut que fin soit à true. Ok. Ça marche. Alors attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la taille qu'on voit tout. Ou alors je vais peut-être revenir un peu en arrière. Voilà. Donc j'ai ma variable de fin qui est un booléen qui va me permettre de savoir si oui ou non je suis à la fin, si je suis à la fin de ma boucle. Donc là il est en rouge, hein, mais c'est parce que j'ai encore rien dans ma boucle. Il n'y a pas de problème. Donc là, dans la boucle, je vais être obligé de faire un fetch.
Alors je vais faire un fetch de quoi? Eh bien je vais faire un fetch de mon curseur roman. Voilà. Et ce curseur roman, il va falloir que à chaque étape, je le mette dans deux variables. Alors ces variables, je ne les ai pas encore déclarées. Je vais les déclarer en début. Donc mon curseur ramène un nom et un auteur. Donc ça veut dire que je vais avoir une variable nom et une variable auteur. Voilà. Et les deux sont des varchars de... alors je suis dans quoi? Dans roman. Alors le nom c'est un varchar de 200 et l'auteur c'est un varchar de 200. Donc je vais garder le même comment je vais dire, le même type. Hein. Ok. J'ai déclaré mon nom, mon v-nom et mon v-auteur. Je sélectionne d'abord le nom et ensuite l'auteur. Donc ça veut dire que quand je récupère mon fetch, je vais récupérer d'abord le nom, puis l'auteur. Ok, j'oublie pas mon point virgule pour terminer mon fetch. Voilà. Donc dans l'idée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais parcourir ma boucle, et à chaque tour de boucle, je vais récupérer les informations du curseur. Donc c'est-à-dire que le premier tour de boucle, je vais récupérer la première ligne qui est ramenée par le select, deuxième ligne, et ainsi de suite, et je vais parcourir. La seule chose, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore de fin. Alors comment je vais gérer la fin? Eh bien, je vais créer mon gestionnaire d'erreurs. Alors le gestionnaire d'erreurs, je vais le créer après la déclaration de toutes les variables. Donc j'ai déclaré mes variables, j'ai déclaré mon curseur, et donc je vais déclarer ici mon gestionnaire d'erreurs. Le gestionnaire d'erreurs se déclare habituellement après les variables et avant les traitements. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est possible que le gestionnaire d'erreurs utilise lui-même des variables, donc pour pouvoir s'appuyer dessus, il faut que les variables de la procédure soient déjà déclarées. Donc vous avez toujours vos procédures stockées, vous déclarez vos variables, puis vos gestionnaires d'erreurs, puis le reste des traitements. Donc je vais tout simplement faire un déclare, alors si les lettres sont dans le bon ordre c'est mieux. Je vais continuer ma procédure si jamais je trouve cette erreur. J'ai donc un handler, gestionnaire d'erreurs, pourquoi? Alors je pourrais utiliser le code d'erreur, mais c'est plus sympa de l'écrire un peu, je suis un peu moins un robot, donc moi les codes d'erreur, ça m'amuse pas forcément de les apprendre tous par cœur. Donc je vais simplement créer un handler pour dire, voilà, s'il y a une donnée non trouvée, donc c'est-à-dire si votre fetch ne ramène plus rien, vous allez avoir un not found. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai un not found? Et bien dans le cas où j'ai un not found, je vais simplement dire que d'interrompre la boucle. Alors comment j'interromps la boucle? Eh bien ma boucle, elle tourne tant que fin est à vrai. Donc si je veux interrompre ma boucle, il suffit que je passe fin à faux. Voilà. Donc ma boucle va être interrompue, fin va passer à faux, et donc je vais parcourir toute ma boucle jusqu'à la fin. Alors là je fais pas grand chose, je parcours juste ma boucle. Donc on va juste dire voilà si fin. Donc ça c'est aussi, je peux rebondir directement sur la variable fin. La variable fin sera true à ce moment-là, seulement dans le cas où le curseur aura ramené une valeur. Si jamais le curseur ne ramène aucune valeur, eh bien le gestionnaire sera mis en place, fin sera placé à false, et je continuerai à l'instruction d'après. Mais comme mon fin sera à false, je ne rentrerai pas dans cette structure. Et donc je vais juste écrire, je sais pas, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste concaténer. Je vais concaténer le nom avec un tiret et le contenu de la variable auteur. Et ça, je vais lui donner un nouveau nom. Par exemple, description. Voilà. Juste faire quelque chose. Ça n'a pas vraiment de sens ce que je fais, ce select, mais juste pour qu'il n'y ait pas entièrement juste un truc qui est fait. Donc normalement, ça devrait m'écrire en sortie le dernier roman qui a été fait. Je vérifie juste la fin. Donc je termine ma boucle. Je n'oublie pas de de clôturer mon curseur pour que MySQL comprenne que je n'ai plus à l'utiliser. Et je remets mon délimiteur correctement. J'ai une procédure qui devrait normalement fonctionner. Alors vous voyez que le drop procédure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Drop procédure, if exist, eh bien le premier coup, liste roman n'existait pas. Ok?
puisque pour l'instant je ne l'avais pas encore créé. Donc, vous voyez que là, cette fois-ci, j'ai un warning, donc j'ai un panneau jaune avec un point d'exclamation, donc c'est pas une erreur, puisque j'ai mis le if exist, c'est pas une erreur, hein. Mais par contre, il me signale quand même que j'ai essayé de supprimer quelque chose qui n'existait pas. Donc vous voyez comment on peut avoir ce genre de warning, hein. C'est pas des choses qui normalement prêtent à conséquence, mais c'est quelque chose il faut peut-être jeter un œil quand même. MySQL se dit, voilà, tu m'as demandé de supprimer un truc, mais ce truc-là, il n'existe pas. Est-ce qu'il aurait dû exister? Il faut peut-être quand même aller vérifier. Donc dans ce cas-là, c'est bon, j'ai pas de problème. Et donc maintenant, on va juste faire un call de liste roman. Et normalement, je devrais pouvoir récupérer, vous voyez là, pendant l'exécution, hein, tous les romans changent. Et je m'aperçois que le dernier en description, c'est les robots d'Isaac Asimov. Je suppose que si je fais un select étoile from roman, c'est probablement dans cet ordre-là. Hein. C'est dans cet ordre-là, normalement, les robots, ça doit être le dernier. Voilà, c'est le dernier qui est dans la table. Ok, ça marche. Notre procédure fonctionne. Et donc maintenant, on a vu comment utiliser le gestionnaire d'erreurs, en fait, pour terminer correctement une boucle. Alors c'est un peu, si vous venez d'autres langages de programmation, vous pouvez vous dire que c'est vraiment un petit peu barbare, parce que normalement il devrait y avoir des mécanismes de terminaison correcte de boucle, hein. Si par exemple vous écrivez ça dans un autre langage de programmation, il y a de grandes chances que vous fassiez un fetch et que fetch vous retourne un booléen pour vous dire si le fetch s'est bien passé ou pas. Et que vous regardiez juste le résultat du fetch et que vous faites si c'est true, c'est que j'ai des données, si j'ai false, c'est que j'ai pas de données. Là, on est vraiment sur de la gestion d'erreurs pour arrêter une boucle. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est une solution que nous propose SQL pour terminer une boucle. Ok, ça marche. Alors, on a fait pas mal de boulot sur les curseurs. Et la dernière chose dont je voulais encore vous parler, c'est que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo les transactions en SQL. Transactions en SQL, je vous avais dit, voilà, si tout s'est bien passé, je fais un commit et donc je prends la base temporaire qui est de mon côté utilisateur et je la mets officiellement dans la base définitive. Soit j'ai estimé qu'il y avait une erreur et je fais un rollback. Donc on avait joué un peu avec les transactions, on avait posé des jalons. Si jamais cette partie vous intéresse, il y a aussi une vidéo justement sur les transactions en MySQL. Donc je ne reviendrai pas sur l'intégralité de ce qui a été dit dans cette vidéo. Sauf qu'il nous manquait une partie. Et cette partie, c'est comment je fais pour remonter une erreur. Comment je détecte que quelque chose se passe mal dans ma transaction? À quel moment je lance le rollback? À l'époque, il nous manquait cette petite partie de gestion des erreurs. Et cette petite partie, maintenant, eh bien, nous l'avons abordée et nous allons enfin pouvoir faire une transaction complète avec rollback et commit selon que tout se passe bien ou non. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est de voir une petite transaction. On va travailler sur un petit exemple, toujours sur notre problème de roman. Ok. Et je vais déjà prendre une nouvelle table. Hein. Ok. Imaginons que je veuille insérer un nouveau roman qui est concerné par une nouvelle série. Ok. Donc, typiquement, ce que je voudrais faire, c'est faire un insert into roman. Alors, je vais récupérer dans la structure roman, je vais récupérer simplement les... Voilà. Donc, il me faut un insert série, un insert roman, et voilà. Hop. Comme ça, j'ai pas tout à recopier. Parce que l'intérêt de la vidéo, c'est pas non plus que vous me regardiez recopier des trucs. Donc, je vais insérer dans roman, je vais insérer dans série, et je vais insérer dans aidant. Alors, j'ai un nouveau roman qui serait concerné par une série. Bon, alors je sais pas, un code ISBN, je vais mettre 25 pour être sûr que je l'ai pas. Je vais donc mettre quelque chose de Star Wars. Ah, Star Wars, j'ai déjà mis le... Alors je vais mettre Star Wars avec un S. Voilà, j'ai un épisode de Star Wars. Je vais faire ça assez rapidement. Alors, je sais pas, c'est dans les années 70, hein, mais je sais plus.
Ouais, allez, on va laisser le prix comme ça. Et on va dire que je suis aussi dans un nouveau série, par exemple la série, allez, on va mettre 65, hein, que je vais appeler Star Wars. Et je vais dire qu'en fait, le roman 25 se trouve dans la série 65. Ok. Imaginons que je veuille en fait créer une procédure qui va faire tout ça. C'est-à-dire qui va insérer un roman, qui va... Alors les romans, je vais peut-être pas insérer tout ça, hein, sinon ça va me faire créer des variables de dingue. Je vais juste créer un roman avec code ISBN, je crois que c'est le seul champ qui doit être présent, je vais lui donner un nom. Ok. Et donc, ce que je veux faire, en fait, c'est une procédure qui va insérer dans les 3 tables en même temps. Ok. Bon. Bah, je vais créer une procédure qui s'appelle insérer roman. Je vais l'appeler comme ça, insérer roman. Hop. Voilà. J'ai encore oublié cette histoire de délimiteur. Décidément, je m'y ferai jamais. Voilà. Donc j'ai... Hop. J'ai la create procédure roman. Je vais m'occuper des paramètres un peu après. Hein. Elle a un début. Elle a une fin. Hop. Et je remets le délimiteur à point virgule. Alors, j'ai ces 3 instructions. Et ce que je veux récupérer, effectivement, ce sont... Alors, c'est le code roman, enfin le code ISBN, le nom du roman, le code série, le nom de la série, et ça, encore une fois, c'est le code roman et le code série. Donc, j'ai en fait que 4 paramètres. Donc, j'ai un paramètre in qui est le code roman, qui est un... Alors là, il faut que je regarde un peu comment ça marche. Code ISBN, c'est un varchar de 17. C'est un varchar de 17. Ensuite, en paramètre in, j'ai le nom du roman, qui est un varchar de 200. Ensuite, j'ai le code série, qui est un int. Ça, on a vérifié avant. C'est aussi un paramètre in. Et le dernier, c'est le nom série, qui est normalement un varchar de 200. Ouais. Ok, ça marche. Si je le mets sur 2 lignes, ça marche toujours. Ouais, je pense. Donc j'oublie pas de refermer la parenthèse de insérer roman. Voilà. J'ai mon begin, j'ai mon end. Ok. Alors, le problème, quel est le problème ici? Eh bien tout simplement, c'est le problème transactionnel que l'on avait déjà présenté. Je ne veux pas en fait que un des ordres passe et pas les 2 autres. Je m'explique. Si je veux insérer un nouveau roman, je veux que le roman soit inséré, la série soit insérée et que le lien entre le roman et la série soit inséré. Imaginez par exemple que je n'insère que le roman et que par exemple l'insertion de la série rate. Eh bien, j'ai inséré en fait une partie des données, mais pas l'intégralité. Imaginons par exemple que j'insère le roman, que j'insère correctement la série, mais que le lien entre les deux ne se fasse pas. Pareil, en fait, j'ai créé une incohérence dans la base de données. Donc l'idée, c'est de dire je veux que soit les 3 passent, soit aucun ne passe. Mais en tout cas, je ne veux générer aucune incohérence dans la base de données. Alors on a vu qu'on pouvait faire ça avec une transaction et qu'il suffisait en fait de faire une start transaction. Voilà. Hop. Je démarrais la transaction et si jamais j'arrivais au bout de ma transaction, je faisais un commit. Alors là, j'ai encore les valeurs en dur. Hein. Je ne peux pas garder les valeurs en dur. Hein. Il faut que... Donc ça, c'est le code roman. Code roman. Ça, c'est le nom roman. Hop. Ça, c'est le code série. Hop. Et hop. Et ça, c'est le nom de la série. Hop. Et hop.
Ok, donc ma transaction démarre, j'essaie d'insérer le roman, ça marche, j'essaie d'insérer la série, ça marche, j'essaie d'insérer aidant, ça marche, donc je peux faire un commit, les trois sont passés. Comment je vais réagir maintenant si jamais un des trois inserts ne se passe pas correctement? Et bien en fait, il me faut simplement un handler. Je vais donc déclarer un handler et je vais dire en fait qu'il va faire un exit. Il va sortir en fait de la transaction. Il ne va pas continuer. S'il y a un problème sur un des trois inserts, il ne faut surtout pas qu'il continue sur l'insert qui est juste derrière. Donc si j'ai un problème dans ma transaction, je sors de la procédure. Ok. Donc je vais créer mon gestionnaire d'erreurs. For. Et bien for quoi? Et bien là je ne vais pas lister toutes les erreurs possibles et imaginables, parce que pourquoi je pourrais ne pas pouvoir insérer un roman? Soit il existe déjà, soit je me suis trompé dans l'intitulé de colonne, soit je me suis trompé dans le nombre de champs, soit je me suis trompé dans le type. Bref, il pourrait y avoir toute une flopée d'erreurs qui fait que je ne peux pas insérer. Donc je vais rester sur quelque chose de très large, et je vais lui dire, si tu trouves une erreur, pour n'importe quelle erreur, n'importe quel code erreur SQL, tu vas utiliser ce gestionnaire. Et qu'est-ce que je vais faire si je détecte une erreur? Eh bien tout simplement, je vais faire un rollback. Voilà. Avant de sortir de la procédure, je vais faire un rollback. Imaginons maintenant un scénario où j'essaye d'insérer un roman, par exemple, et le roman, tout se passe bien, le roman est inséré. Ensuite, je voudrais insérer la série, mais le code série existe déjà. Bon, eh bien, je vais récupérer, comme l'insert va provoquer une erreur, je vais passer par le gestionnaire va faire un rollback, c'est-à-dire qu'il va supprimer également le roman qui a été inséré plus tôt. Ok, alors je vous propose de tester tout ça pour voir si tout fonctionne. Ouais, alors je fais aussi un drop procédure. Comment elle s'appelle ma procédure? Insérer roman. Hop, voilà. Donc je vais créer tout ça. C'est bon, il a l'air content. Et donc je vais juste tester un à un tous les codes erreurs. Donc on connaît le contenu de la table roman et le contenu de la table série. Ce que je vais faire, donc tout simplement, je vais faire un call insérer roman et on va essayer de faire planter petit à petit tout ce qu'il est possible de faire planter. Alors le premier code, c'est le code roman. Alors je vais volontairement utiliser un code roman qui existe déjà, qui est le 1, pour installer mon nouveau roman A New Hope. Ok. Et dans la série, une série qui existe déjà aussi. Ah, alors par contre, il ne faut pas que je fasse attention que le code de la série, c'est un code ISBN et donc il est en varchar. Le code de la série, je vais utiliser aussi un code série qui existe déjà, qui est le 1. Et je vais dire en fait tout simplement que ça c'est Star Wars. Voilà. Hop. Voilà. Donc je lance mon inséré roman, je m'aperçois en fait que c'est vert, j'ai pas eu de problème. Ok, et donc je vais regarder, est-ce que mon New Hope, il est dans la table roman? Mon roman de code ISBN 1, c'est toujours la communauté de l'anneau. Et il n'y a pas de trace de A New Hope dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'insert a planté, je suis passé par mon gestionnaire d'erreurs, je suis revenu en arrière sur mon rollback, et je suis sorti de ma fonction. Ok. Donc maintenant, on va essayer d'écrire un roman qui existe. Par exemple, 15 n'existe pas pour l'instant. Ok. Donc je vais lancer mon call. Et je vais essayer de chercher mon 15. Ah, le 15 n'a pas été inséré. Pourtant, le 15, le roman 15, je pouvais l'insérer. Oui, le roman 15, je pouvais l'insérer, et l'insert a probablement été fait de manière temporaire, sauf qu'au moment où j'ai essayé d'insérer la série, eh bien la série 1 Star Wars, enfin le code série 1 existait déjà, l'insert a provoqué une erreur, l'erreur a été détectée par le gestionnaire d'erreurs, on a fait un rollback, et ce rollback a donc enlevé de nouveau le roman qui a été inséré plus haut. Donc maintenant, je suis sûr que si jamais je veux insérer un roman et sa série, je suis obligé d'avoir un code roman qui tient la route, et je suis obligé d'avoir aussi un code série qui tient la route. Si maintenant j'utilise un code 15 pour le roman qui n'existait pas et un code 77 pour la série qui n'existait pas,
je m'aperçois maintenant que le 15 A New Hope est ici. Bon, alors il n'a pas d'auteur, pas d'année, pas de prix, hein, c'est normal, j'en ai pas spécifié. Il a maintenant été inséré. Est-ce que la série a été insérée? Bah également, j'ai une série 77 qui s'appelle Star Wars, c'est bon. Et à mon avis, dans la table aidant, je devrais avoir normalement un lien entre 15 et 77. Voilà, c'est le dernier également, 1577. Donc maintenant, j'ai une procédure qui me permet effectivement de réagir et de faire vraiment une transaction. Soit toutes les requêtes passent, soit aucune ne passe. Et ça va pallier le genre de problème où je vous avais dit, si vous êtes par exemple dans le domaine bancaire et que vous voulez gérer un virement, que vous voulez qu'un compte soit débité pendant que l'autre soit crédité, et que vous ne voulez pas que une seule de ces deux opérations passe et pas l'autre, eh bien vous allez mettre ces deux opérations dans une seule et même transaction, et si jamais un des ordres pose un problème, eh bien ce sera la transaction en entier qui sera rejetée. Mais en aucun cas, vous aurez la moitié du traitement qui sera passé. Donc voilà pour ce chapitre sur la gestion des erreurs. On a vu que la gestion des erreurs allait un petit peu plus loin que ce à quoi on s'attendait. Elle ressemble énormément à la structure try-catch que l'on peut retrouver sur énormément de langages de programmation. Le but, en fait, est simplement d'essayer d'exécuter des requêtes et de voir si ces requêtes ne nous ramèneraient pas un code erreur. Si jamais elles nous ramènent un code erreur, eh bien, la seule chose que nous pouvons faire, c'est réagir dessus et expliquer, en fait, dans le script, ce qu'il y a lieu de faire quand cette erreur survient. Donc ça peut être très intéressant parce que, en dehors même de la gestion simple d'erreurs, on s'est rendu compte que cette gestion d'erreurs nous permet aussi de parcourir les enregistrements remontés par un select, puisqu'on s'interrompt lorsque le fetch provoque une erreur SQL. Et on a vu également que maintenant, on a un système transactionnel fiable et complètement efficient. À chaque fois que vous avez maintenant une transaction, vous pouvez la piloter finement pour que vous soyez sûr que soit toutes les requêtes soient passées, soit aucune de ces requêtes soit passée. Et ça, au niveau base de données, c'est très important, puisque ce sont des petites règles qui vous permettent de maintenir la cohérence de la base de données, et vous êtes sûr que vous n'avez pas un contenu bancal. Et bien, sur toutes ces révélations maintenant sur SQL, vous commencez à avoir un bagage et une boîte à outils assez importante, et je vous dis donc à bientôt pour voir la suite, s'il y a encore des notions qui peuvent être intéressantes à développer au niveau du SQL. À bientôt!